Ah oui, il y avait une petite énigme en plus. Mais je ne sais pas s'il y aura la... Je rappelle si c'était passé, on était au tout dernier chapitre. Voilà. On était à la fin du 34. On était devant... Je sais plus qui nous parlait. Gna gna gna. Ah, on était devant une chamane qui nous parlait et oui, on voulait l'aider à faire son truc et elle nous a parlé avec une petite énigme. Hop, qu'est-ce qu'elle nous a dit, la chamane? Elle nous a dit les grands esprits sont arrivés avec des présents pour le fils. Sedna, l'esprit mère, a changé chacun des doigts de sa main gauche en une moule. Malina, l'esprit soleil, et Igaluk, l'esprit lune, frères et sœurs, ont choisi une à une les étoiles qu'ils voulaient lui offrir. Ils en ont apporté autant l'un que l'autre. Mais en chemin, Amaguk, l'esprit loup, maître des fripons, a volé la moitié des cadeaux des deux astres. Il a bien annoncé son nom au fils avant de déposer une étoile dans chaque moule, comme une perle brillante. Le fils, qui avait bien entendu Amaguk se présenter, a compté avant de dire « Ouais, la dernière !» Alors, Amaguk lui a tendu la dernière étoile au creux de sa patte. Torngazuk est enfin venu, lui qui commande Fok et Cachalot, aussi puissant que tous les autres réunis. Pour que le fils n'oublie pas son nom, il a pêché le baleineau. Combien en a-t-il apporté? Et voilà. Et là, fallait lui répondre avec une combinaison. Et c'est à ce moment-là que je vous avais envoyé ce qu'il fallait et que j'attendais de vous une réponse. Mais j'ai réfléchi et je pense que je l'ai. Voilà. Si jamais. Si jamais personne n'a d'idée, je pense que j'avancerai tranquillement. Ouais. Parce qu'on a d'abord les étoiles. Puis les étoiles aussi d'ailleurs. Non, les perles. Ok. Euh, ok. Donc moi je vais dans l'annexe regarder la combinaison. Ça vous laisse un petit peu de temps. Si jamais vous êtes au taquet dessus ou pas. Alors on est chapitre 5. Alors est-ce qu'il y a un truc chapitre 5? Il y a un peu d'ASMR livre peut-être. Vous entendez c'est des Z à imprimer ou à découper. Ah, il y a des trucs que tu peux vraiment découper, c'est trop cool. Il n'y a pas de... Chapitre 4, mais oui, mais chapitre 5. Ah oui, mais c'est chapitre 4 de Pipe, on n'est pas avec Pipe, on est avant. Voilà. Tac. Ok. Bon. Alors, moi, je vais dire ma façon de penser. Le fait que Igaluk et Malina ont donné autant d'étoiles. C'est surtout qu'on a dit que Amaguk, il les a pris, en a donné 5 et après il a dû en donner une sixième. C'est-à-dire que Malina en a donné... Malina en a donné 6, Igaluk en a donné 6, Amaguk en a donné 6. Et à côté de ça, on a que le dernier, on ne sait pas trop combien il en a donné. Mais Amaguk a bien dû se présenter, l'autre a bien dit qu'il l'avait bien entendu. Donc, ce que j'ai supposé et qui marche pas trop mal, c'est que ça joue par rapport à leur nom. Et en fait, si on regarde le nombre de lettres dans leur nom, eh ben, ça passe pas mal parce que Malina, il y a 6 lettres, Igaluk, il y a 6 lettres, Amaguk, il y a 6 lettres aussi, et donc Torngazuk, il y a 9 lettres. Donc, je suppose qu'il faudrait prendre le 9, mais on va essayer.
Ça me demande d'aller loin, ça. Ça me demande d'aller au 28. Ça fait un peu peur, parce que c'est loin le 28. Oh, ça a l'air d'être ça quand même. Alors, chaque esprit donne autant de présents que de lettres à son nom. D'ailleurs, le présent a lui aussi le même nombre de lettres. Ilojuk sourit heureuse de ne pas avoir affaire à deux idiots. Elle nous tend deux plaques d'os gravées, des amulettes pour nous aider. Je note les Tupilac 1 et 2 dans les trouvailles. Ensuite, elle saisit un bâton et trace un dessin dans la neige. On dirait un des poissons de Sedna, l'esprit mère. Aux cheveux d'algue. Je recopie soigneusement ce dessin, puis je choisis où aller, sur le plan de la vallée, en 172. Hop là. Alors, 172. Ah, on a le plan là, et nous on a chopé les Tupilac 1 et 2. Je vais regarder ce que c'est quand même avant. C'est peut-être les trucs à la fin qu'on peut imprimer. Alors, ils sont ces Tupilac. Ça doit être ça, je suppose. Et on a ça. On a tout ça. Hop. Bon, il y a plein d'endroits. Après, il y a des endroits qui donnent plus ou moins envie. Voilà. Faut pas exagérer non plus. On m'a conseillé des endroits si on veut finir. Donc je pense que je vais suivre un peu les conseils du boss. Sauf si vous, il y a un endroit que vous voulez absolument voir. Si y a un endroit que vous voulez absolument voir, on y fonce avec grand plaisir. Et s'il n'y a pas d'endroit que vous voulez absolument voir, bah, allez là où moi je veux me faire plaisir. Hop, alors. Ça c'est un poil relou. Hop. Tac, tac, tac. Alors, eh ben, on va aller voir le 39 du coup, je pense. Tac. Et tac. Le jardin de l'esprit lune. En traversant la vallée, nous passons au-dessus de l'épave du 3-mâts, à la verticale du pont. Même Young semble intimidé par ce spectacle. Par endroits, la glace est si claire qu'on a l'impression étrange de planer au-dessus du 3-mâts. Des planches et des débris ont été pris par le gel et accompagnent le navire, comme des dauphins figés dans son sillage. En fixant le sol entre mes bottes, je distingue chaque baril renversé, chaque pli des voiles enroulées autour des vergues. Le bel argot est resté tel qu'au moment où les mutins l'ont quitté. Le site promet d'être exceptionnel. Nous atteignons enfin le fond de la vallée, un cirque naturel taillé dans la roche par les eaux souterraines. La brume de condensation s'accroche aux feuilles de la végétation qui a profité de la tiédeur pour pousser dans la cuvette. Comme sur les îles tropicales, les graines ont été portées par le vent ou les oiseaux. Une oasis verte au beau milieu d'un désert blanc. L'air chaud et la buée rendent les jumelles inutilisables. C'est pas grave, on les avait pas prises de toute façon. Young, plus habitué que moi au danger, me fait signe de m'arrêter. Il caresse nerveusement sa carabine. Je n'aime pas ça, Jules. J'ai fouillé des tombeaux qui m'inspiraient plus confiance que ce bout de jungle. Je me prête à répliquer quand soudain, un bruissement me cloue le bec. Une liane vient de remuer sous nos yeux. Je fouille le rideau végétal du regard. On dirait que toutes les fleurs se sont doucement tournées vers nous. Effet d'optique ? Des fruits bulbeux qui pendent aux branches semblent émettre une douce lumière argentée. On dirait des lunes. Pas le choix, soupire mon camarade. Il faut traverser si on veut atteindre la source. John, regarde! Je pointe du doigt une tache claire sous un tronc nueux. Un crâne de renard arctique. La terre reste rare dans la cuvette rocheuse. Les racines avides de minéraux ont poussé à travers les orbites. Il y a plusieurs crânes empilés avec une régularité qui ne doit rien à la nature. L'un des chamans adorait sans doute ces plantes. Je murmure. Il leur a élevé 3 piles comme des sacrifices. Regarde,
D'abord un crâne, puis une pile de 3 et 6 sur le tas suivant. Alors, je tends le bras pour saisir un ossement. Les racines paraissent brusquement gonflées et le rideau végétal se resserre. On dirait que le jardin n'a aucune intention de nous laisser passer. Du bout de sa carabine, Young soulève une plaque de mousse qui cache un alvéole où d'autres crânes ont été jetés en vrac. Juste un peu trop loin pour que les racines les atteignent et les digèrent. Tu penses ce que je pense, John? Oui, répond Young. Il faut empiler ces restes pour satisfaire ces arbres gloutons. Sans ça, inutile d'espérer passer. Il a compris. J'en suis presque fier de lui. Il faut trouver combien de crânes pour la 4e pyramide. Je conclus. Quelque chose me dit que tout tient à la forme de ces piles triangulaires de crânes. J'utilise le tableau des combinaisons. Hop. Ah, mais si c'est des piles triangulaires, c'est facile. Si c'est des piles triangulaires, c'est évident. C'est évident. Je vous laisse un petit peu de temps de réflexion, mais on a d'abord un crâne, puis 3, puis 6. Et donc, après, si on continue à faire des pyramides de ce style-là, combien est-ce qu'on va en avoir? Normalement, si on fait un petit schéma, un petit dessin, au moment où vous pouvez mettre pause, par exemple, si vous regardez le replay sur YouTube, pour essayer de faire votre petit dessin. Et bonsoir Audrey, la meilleure d'entre nous est enfin arrivée. Bon, je ne vous spoil pas la réponse, je vous la spoilerai à ce moment-là. Oh, il y a un connard ici. Oui, écoute, il y a le Roy des connards qui est arrivé avec le raid de Lilou et qui a follow la chaîne. Ouais. Young me regarde construire une pile bien étagée. 4 à la base, puis une rangée de 3, enfin 2 et un dernier pour couronner. Ai-je bien calculé? Les racines rampent et tâtent fébrilement les crânes de renard du bout de leur radicelle avant d'enserrer la petite pyramide blanche. Comme en réponse, le rideau de feuilles s'écarte doucement. Sur le sol dégagé apparaît une plaque d'os blanche. Le Tupilac 7. Je le ramasse pour mes trouvailles. Avant d'avancer, je devrais réfléchir à quoi faire des Tupilacs. Ils ne sont pas là par hasard. Mieux vaut prendre mon temps. Après ça, ou tout de suite si je préfère, je franchis le rideau de verdure vers le dernier lieu ci-dessous. Et donc on a le 1, le 2, le 7. Hop. J'ai pris un stylo qui n'écrit pas. Super. Ça va bien et toi, Audrey? Comment tu vas? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? C'est ça l'important. Et là, on est à la source de l'esprit soleil. Les lianes frissonnantes et les fruits lunes s'écartent pour dévoiler le fond du cirque rocheux. Pourquoi être venu ici? Nous n'avons aucun plan précis. Sauf explorer la vallée en entier avant de tenter quoi que ce soit concernant l'épave. Et sa malédiction séculaire. J'aspire à plein poumon l'air tiède, l'odeur âcre et métallique des eaux thermales. Il fait bon ici. L'eau sort à grand bouillon d'une source souterraine, puis un coup d'entre-doigt. L'envoie cascader d'une roche à l'autre avant de disparaître dans une faille. Attention à ne pas glisser. L'air chaud et la buée rendent les jumelles inutilisables aux 40. Hier encore, à couteau tiré, Young et moi avons appris à la dure, à nous serrer les coudes. Comment le nier? J'ai été impressionné par son sang-froid face à l'ours. Après plusieurs heures éprouvantes dans la vallée, chacun sait quoi faire sans qu'on ait besoin de parler. Pendant que Young fait le tour du cirque, guettant tout danger, moi j'examine la source. Au fond du bassin naturel, on distingue encore une sculpture effacée par l'eau. Malina, le soleil. Je retire un de mes gants pour plonger mes doigts dans l'eau. C'est brûlant. Le roc autour est tiède. L'eau apporte juste assez de chaleur pour entretenir le microclimat de la vallée. Pas assez pour liquéfier la glace qui emprisonne le trois-mâts. Je m'essuie les doigts sur mon anorak, au moment où Young arrive à moi en suivant une gouttière creusée dans le granit. La rigole s'arrête à 2 pas du bassin bouillonnant, où une encoche a été taillée. Nos regards tombent au même moment sur les 3 gros blocs.
J'arrache vite les plaques de lichen qui les recouvrent. Voici donc ce que fabriquait notre amateur de crâne, avance Young. J'ai trouvé son squelette dans un abri rocheux, là-bas. Il avait encore ses gris-gris de sorcier et ses outils brisés. Devant nous deux se trouvent 3 grosses pierres taillées en cubes. L'une est en calcaire blanc, l'autre en onyx noir, le dernier en granit gris. Chacune a une rigole creusée sur une seule face. Le malheureux, je dis, cet Angakok a usé ses dernières forces à tailler ces roches. On dirait que ces aqueducs que j'ai découverts en cherchant les cités perdues du Sahara, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était pas évident. Regarde dans l'axe de la gouttière. Au bout du canal, encadré entre 2 troncs noueux, la silhouette floue du Belargo. Le chaman voulait le libérer de sa prison de glace. Mais il est mort avant de finir son travail, victime de l'âge, ou de ces lieux maudits. Young se redresse avec une lueur familière dans le regard. Il suffirait d'aligner les 3 roches creuses pour que l'eau chaude... Qu'en penses-tu, Jules? Si on faisait fondre la glace juste assez pour dégager un passage vers la cabine du capitaine? Ce plan est complètement fou. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on risque? Un bateau, même vieux, ça ne craint pas l'eau. Et quand l'explorer nous aura retrouvés, on finira de toute façon partout. Il faudra faire venir des machines, des marteaux-piqueurs. Alors que là, ça serait propre et net. Suffirait de défier l'eau aussitôt le passage ouvert. Et puis l'enthousiasme de mon compagnon est communicatif. Quand Young me voit sous-peser mon outil, il sait que c'est gagné. Ou presque. Chaque cube de pierre est si lourd qu'il ne peut être ni soulevé ni poussé. Il peut seulement être basculé de côté, sur son arête, avec un levier pour placer les gouttières bout à bout. Je dois chercher comment basculer les cubes. À la fin, je saurai dans quel ordre ils sont et combien de fois je les ai fait basculer. Voilà. Je peux utiliser 3D pour reproduire les cubes, le 6 étant la face creusée. Et voilà. Et ensuite, il faut réfléchir. Voilà. Et bonsoir. Alors, on va juste enregistrer la petite partie sur l'épilogue en espérant qu'on ait effectivement bien résolu l'énigme précédente. Voilà, donc je vous lis la fin. La bonne fin, évidemment, parce qu'on on va supposer qu'on a réussi correctement. J'ai l'habitude d'avoir un bureau en désordre. Mais attention, c'est un système. En général, je n'ai qu'à tendre la main pour attraper le bon papier sous une pile de livres. Et depuis que John Young et moi avons abattu le mur qui séparait nos bureaux, j'ai 2 fois plus de place pour mon bazar. La fausse carte de Christophe Colomb fait désormais face à un agrandissement du plan du manuscrit de Pipe. Installé à la grande table au centre de la pièce, je feuillette des journaux et revues jetés en vrac. À peine étions-nous de retour, la presse s'est emparée de notre aventure. Une photo du Zodiac, venu nous chercher en remontant un dédale de canaux, fait la couverture du National Geographic. Le journal de Montréal détaille le formidable chantier du Nunavut et du grand musée pour dégager lentement le Belargo de la glace et l'exposer au jour à Iqaluit, comme jadis le Vasa en Suède. En page intérieure, on apprend que l'ambassade des États-Unis n'a souhaité faire aucun commentaire quant à une certaine base militaire non déclarée. De son côté de la table, John s'amuse en feuilletant la Press People. Un magazine de comics met à l'honneur la culture inuite avec un nouveau super-héros, Angakok, l'homme-ours invincible. Un mensuel LGBT titre Les Roméos du pôle Nord. Au-dessus d'un photomontage, des tombes de Pipe et Aloïs entourées par une fleur vivace couronnée d'une unique fleur. La communauté gay n'est d'ailleurs pas la seule émue de l'histoire des 2 matelots. Les archives de la Royal Navy ont retrouvé un vieux portrait du jeune Sir Alois Brewster III, en costume d'aspirant. Nos confrères anglais fouillent en ce moment les registres pour identifier le mousse Philippe, dit Pipe. La bouteille repêchée en mer et son manuscrit attirent chaque jour de nouveaux visiteurs au grand musée. Le directeur enrage de voir les rampes du grand escalier disparaître sous les cadenas d'amour raccrochés par des couples. Tu as remarqué, John, dis-je en lançant le dernier journal sur la pile. Pas un seul article sur la malédiction de la vallée. Faut dire que personne n'a jamais revu Iloikchuk. Aucune communauté inuite ne sait qui elle est. Je me demande si on n'a pas rêvé tout ça, Jules. Rêvé?
et ses voix venues chuchoter à mes oreilles lorsque j'assemblais le puzzle d'os. Même à John, je n'ai jamais osé en parler. Les 7 Tupilax, je les ai rangés dans une réserve du musée où personne ne les touchera de sitôt. Quant à la fameuse pépite d'or que John voulait à tout prix récupérer dans la cabine du capitaine, eh bien, sans avertir, la porte s'ouvre pour laisser passer une quête loquée furieuse, sa crinière rousse en bataille. La représentante du cartel nous foudroie du regard. Pour un peu, je protégerai mes prunelles de ses griffes. Vous croyez m'échapper éternellement? On a des comptes à régler tous les trois, à commencer par ces heures d'avion pour vous trouver. 4, je lance. Quel bon vent vous amène? La femme laisse échapper un geste d'agacement. Trêve de politesse, l'aîné. Le cartel a dépensé des sommes folles pour vous deux. Où sont mes mines d'or? Cet or-là, sourit John en exhumant une feuille couverte de chiffres. La femme d'affaires lui arrache presque le papier des mains. Qu'est-ce que c'est? L'analyse de la pépite du Belargo par nos labos, explique mon comparse. Ces pierres noires pour lesquelles ces marins se battaient, ce n'était pas de l'or. Quoi? Lise en bas, minerai Patch Blend, teneur exceptionnelle en UO2. De l'uranium, avec des inclusions de pyrite jaune. L'or des fous. Jules et moi, on s'est vite douté de quelque chose à bord de l'Explorer. Et oui, j'explique, toutes les photos de mon appareil à pellicule étaient voilées par la radioactivité. Comprenez, Kat, reprend Young. La mort blanche qui tuait les marins à petit feu, c'était le mal des rayons. Avec leurs grosses moufles, les marins n'ont pas pris garde à la chaleur des pierres radioactives. Et quand le coffre en fer est resté ouvert, plus rien n'absorbait la radioactivité anormale de l'énorme caillou. Il y en avait sans doute beaucoup plus à bord, cachés avec les pierres de l'Est à fond de cale. Ça explique tout. Petit à petit, les plantes et les animaux de la vallée se sont mis à mourir, à développer des malformations. Et pensez aux accidents. Malheureusement pour le pilote, mon hélico est passé dans la brume au-dessus de la vallée. Les circuits des moteurs n'aiment pas les rayons. Par chance, on a pu mettre la pépite dans une boîte en plomb avant qu'il n'y ait de vrais dégâts sur l'Explorer. Ou qu'on subisse tous le sort des marins du Belargo. Kat jette les feuilles d'analyse d'un geste dégoûté. C'est pour ça que vous avez gaspillé mon argent? L'uranium, on en trouve n'importe où. Rassurez-vous, Kat, dis-je avec un grand sourire. Le grand musée vous remercie officiellement pour votre... comment disiez-vous? Votre mécénat? La furie réagit au quart de tour. Elle se tourne vers moi, doigt tendu. Je n'ai pas fini, l'aîné. J'ai toujours un coup d'avance. Pendant votre promenade, mes 2 explorers ont cartographié tous les fonds. Dès que le climat se réchauffera, mes tankers passeront par l'Arctique. Méfiez-vous, une marée noire est vite arrivée. Elle me lance un regard aussi sombre que le pétrole dans lequel elle espère noyer nos fouilles. Merci, dis-je. Pourquoi? Pour m'avoir donné bonne conscience. John n'était pas sûr que ce soit une bonne idée. Messieurs, c'est à vous. 2 policiers entrent dans le bureau. Kat Loki les regarde sans comprendre. Tant que vous étiez aux États-Unis, on ne pouvait rien faire, mais maintenant que vous êtes là, prospection illégale sur le territoire des Nunavut, sous couvert de voyage archéologique. Nos lois sur l'environnement sont très strictes, vous savez. Avant de voir Kat me noter, je n'aurais jamais pensé qu'une femme d'affaires connaisse autant de jurons imagés. Enfin, la harpie quitte notre bureau, encadrée par la police. Je souris à mon collègue. Maintenant, John, on peut dire qu'on a tenu ta promesse à Iloduc. On a mis fin à une malédiction ancienne. Et une moderne. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour remettre ça? Regarde cette lettre. Emily Chatterwood Sinclair nous écrit. Une Anglaise excentrique centenaire. Tu connais sans doute son bouquin sur ses aventures, Le secret des Mayas. Et elle nous envoie le plan d'une cité perdue avec juste un X en pleine jungle. Tenté, Jules? Je lève les yeux vers ma fausse carte de la Santa Maria, toujours dans son cadre. Je souris. Et c'est fini. Petite photo, hop, justement de la petite peste qui s'est fait démasquer. Voilà, fin de l'histoire, fin de ce livre. Un livre que j'ai pris grand plaisir à vous lire au fur et à mesure et avec lesquels on s'est bien amusé. Il y avait des bonnes énigmes, des trucs très cool. Merci à Gauthier Vanling de l'avoir écrit et d'être passé régulièrement nous faire coucou. Et merci à toutes celles et ceux qui ont écouté, qui ont participé, qui ont essayé de résoudre les énigmes. Voilà. Merci à tous et à toutes et à bientôt pour d'autres aventures.